parle des droits de l'homme. Oui, quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la guerre sur la terre. Salut à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être avec nous pour ce grand débat sur Tempo Afrique TV. Je voulais remercier Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Et tout de suite, pour vous dire que nous avons choisi un grand sujet, un sujet d'actualité. Avec ce sujet, chacun de nos panélistes va sortir de sa réserve et nous donner ce que de droit. Alors pour ce sujet, nous l'avons intitulé « Un complot international serait-il en vue contre le président Nana Akufo-Addo pour déstabiliser le Ghana ?» Donc un vaste complot international. Alors il faut dire que le Ghana, pays frontalier de l'Est de la Côte d'Ivoire, serait-il en proie d'un vaste complot de déstabilisation. Mais les gens parlent de cession. Et nous allons tout de suite continuer de voir ce qui est en dessous de tout ce qui se passe. Parce qu'aujourd'hui, si le Ghana est déstabilisé, il faut dire que c'est l'Afrique qui sera déstabilisée. Alors, nous allons tout de suite parler de ce complot avec nos chers panélistes. Merci encore une fois de plus à notre ami Rodrigue Lawson pour sa participation à cette émission. Oui, bonsoir Serge, bonsoir la technique et bonsoir le panel et ceux via Skype et bonsoir au débat. À côté de lui, notre ami Yves Kenao. Je crois que Yves Kenao, vous avez parlé de ce sujet, mais quand on arrive au grand débat, c'est pour maintenant voir la logique. C'est pour maintenant rentrer dans les détails, parce qu'au grand débat, c'est là, chacun déverse surtout sa colère. Alors merci encore une fois de plus d'être avec nous. Merci à toi, Serge Niawa, et merci, bonsoir à tout le monde, aux panélistes, à monsieur le réalisateur et à tous les téléspectateurs depuis leur maison. De l'autre côté, via Skype, nous avons notre ami, depuis sa position, Jean-Paul Oumoulou. Merci Jean-Paul d'être avec nous pour votre disponibilité. Merci, mes chers compatriotes, et bonsoir à nos téléspectateurs. Merci Jean-Paul. À côté de lui, notre ami Marcel Kodier depuis sa position. Alors Marcel, je voudrais quand même vous remercier parce que vous avez été toujours là et vous êtes le premier depuis votre position à faire surface pour cette émission. Oui, merci à tous les téléspectateurs, merci aux panélistes et merci à nos amis qui nous suivent sur Facebook et dans les 4 coins du monde. Merci. Merci Marcel. Regardez un peu votre caméra Marcel. Comme ça, on aura l'impression que vous êtes en train de nous regarder et vous êtes en train de regarder réellement. Voilà, vous pouvez regarder vers le bas. Comme ça. Merci, merci, merci. Alors, on va commencer, comme je le disais, le Ghana, pays frontalier de l'Est de la Côte d'Ivoire. Et ce pays qui est aujourd'hui dirigé par Nana Akufo, le président ghanéen, qui a dit qu'il va peut-être
dans les derniers moments, dire à tout le monde s'il pourra se présenter. Alors, il faut dire que ce pays aujourd'hui, comme on le dit, serait en déstabilisation, c'est-à-dire un complot contre ce pays. Mais nous ne pouvons pas rester ici en tant que Tempo Afrique sans toutefois parler de ce qui se passe au Ghana, sans toutefois parler de la démocratie au Ghana, une démocratie, vous n'êtes pas sans le savoir, qui est au beau fixe. Alors, d'un coup, on parle de Togoland. On ne sait pas, depuis fort longtemps ce problème existait, mais on parle de Togoland. Ce problème donc qui revient sur surface. On a demandé aux sessionnistes si jamais il y avait des problèmes ou bien si jamais la démocratie au Ghana n'était pas au point. Ils ont dit que la démocratie soit au point. Ils reconnaissent cela, mais ils veulent leur indépendance. Alors nous nous demandons qui est à la base de tout ce qui se passe. Qui est aujourd'hui la personne qui est en train de pousser le pion. Alors, sans toutefois tarder, je voudrais quand même passer la parole à notre ami depuis sa position, Jean-Paul Oumoulou, de pouvoir nous dire réellement de ce qu'il a entendu, de ce qui se passe au Ghana. Alors, Jean-Paul. Oui, vraiment, rebonsoir. Moi, je crois que le Ghana, qui est le pays, l'un des pays voisins les plus proches du Togo, bon, tous les pays voisins sont proches parce qu'ils sont contigus au Togo, mais par la culture et par l'histoire, le Togo et le Ghana sont deux pays qui ne peuvent pas parler de leur histoire sans faire référence à l'autre. Donc, en tant qu'historien, je connais le contexte dans lequel notre Togo, qui faisait à l'époque coloniale presque, ou bien même plus de 100 000 km², a été divisé en deux et dont une partie est rattachée au Ghana, qui s'appelle le Togo britannique, qui était le gâteau que l'Angleterre a reçu du Togo divisé en deux lorsque les armées françaises et britanniques avaient battu l'Allemagne au Togo pendant la Première Guerre mondiale. Donc, il s'est fait que ce territoire a été mis sous tutelle de la Société des Nations, qui est la société mère de l'ONU, de 1917. Et il était prévu dans les accords que cette mise sous tutelle allait durer 50 ans. Et nous voyons que quand l'ONU était créée, le problème a été porté au niveau de l'ONU et le même statut qui a été conféré, le statut de tutelle qui a été conféré, a été prolongé. Bon, entre-temps, en 1956, le Togo britannique était la pomme de discorde entre Sylvanus Olympio et Kwame Nkrumah, qui étaient tous deux les pères d'indépendance du Togo et du Ghana. Et Sylvanus Olympio voulait l'unité des peuples héros qui avaient été divisés en deux, dont une grande partie est restée au Ghana actuellement. Par contre, Kwame Nkrumah voulait que plutôt, dans l'idée de fédération africaine, tout le territoire du Togo d'ailleurs accepte de se rallier au Ghana. Et c'était la pomme de discorde entre les deux chefs d'État. La dernière rencontre à Lomé, où Kwame Nkrumah avait raconté Sylvanus Olympio, a été racontée dans le livre Sylvanus Olympio, un destin tragique de notre politologue Atuchi Agbobli, assassiné en août 2007. Et Atuchi Agbobli disait que après la rencontre de Lomé, quand Kwame Nkrumah rentrait sur Accra, il était à voiture, que avant la rédaction du livre, il a raconté le dernier chauffeur de Kwame Nkrumah,
qu'il avait conduit à Lomé le jour-là. Et que le chauffeur disait que Nkrumah était tellement agité. Et disait constamment en anglais, il était nerveux, disait « This man must be removed ». This man, il parlait de Sylvanus Olympio, must be removed, qui veut dire on doit sauter ce gars-là, on doit l'assassiner. Bon, et ce qui devait arriver, arriva. Mais entre-temps, en 1956, Nkrumah a subtilisé ce référendum pour contraindre en quelque sorte les Togolais britanniques à se rattacher au Ghana avant la proclamation le 6 mars 1957 de l'indépendance du Ghana. Donc, par la suite, les Togolais du Western Togoland qui veulent maintenant leur indépendance ont pris cela comme un jeu de dupes parce que le référendum devait être organisé pour tous les Ghanéens, y compris les Togolais britanniques, les Ghanéens du Togoland et puis le Ghana tout entier. Mais le jeu avait été seulement organisé là-bas, dans la Volta Region, et on avait fait même peur aux gens que actuellement le Togo lutte pour son indépendance. On tue les gens. Soit ils acceptent d'être dans le Ghana et ils ont la paix, ou soit ils vont au Togo, ils vont être massacrés. Bon, dans cet esprit de manipulation, les gens ont plébiscité rattachement au Ghana. Donc les gens ont exhumé l'histoire et ont vu cela comme une trahison. Et d'où est né le sentiment patriotique de redevenir le Togo qu'ils étaient. À défaut de se rattacher au Togo actuel, qui n'est pas un modèle pour personne, qui n'est envié par personne, ils préfèrent garder leur autonomie. Historiquement, moi je dirais qu'ils ont raison de réclamer cette autonomie-là. Et je suis de ceux qui soutiennent leur initiative. Parce que même jusqu'à au deuxième mandat de Ronless, après les élections de 92, il y avait eu les élections de 96. Et Nana, comment il s'appelle, John Kufuor, qui avait succédé à Ronless, il disait il ne reconnaissait pas la Volta Region. Et c'est là-bas qu'il a perdu. Et c'est plutôt là-bas que Ronless a eu beaucoup de voix. Parce que c'est à l'époque où Ronless était venu construire des routes, des hôtels. Il avait construit de nouvelles chaînes radio, de télé. Bon, j'oublie le nom de certaines radios qu'on captait. Depuis Ho, on captait jusqu'à Palimé. Donc il a modernisé la région et qui lui a valu une brillante réélection. Donc, instruit par la gifle que John Kufuor a eue dans la Volta Region, en 2000, il a battu campagne pour réconcilier tous les Ghanéens et puis effectivement, il a pu succéder à John Rawlings. C'est pour dire que les Ghanéens même ne reconnaissaient pas les Togolais du Western Land comme des Ghanéens. Ils les avaient marginalisés et j'ai constaté quelque chose à Accra jusqu'à ce que tout récemment, les Évés avaient honte de parler Évé. Il faudrait que tu comprennes le Ashanti ou bien une langue importante du Ghana, que tu parles toi aussi pour qu'on te respecte. Les Évés étaient marginalisés et minimisés. Donc, je dirais que c'est leur droit légitime selon les accords. Ils ont les documents, ils ont les raisons de réclamer leur autonomie. Dire qu'un complot est ourdi contre le Ghana, je suis peut-être d'accord. Pourquoi? Parce que le président Akufo-Addo, le nouveau président du Ghana, a tenu des propos osés contre la communauté internationale, la mafia financière mondiale et le FMI. Et je crois que tout récemment, il a déclaré l'intention du Ghana de sortir du FMI, où cela a été déjà fait. Je n'ai pas vérifié pour savoir. Nous nous souvenons du dernier sommet de l'ONU aux États-Unis où son avion avait failli faire un crash pour problème technique. Nous voyons l'affront que Macron a eu à Accra et au Sénégal lorsque il avait cette attitude paternaliste que la France va assister l'Afrique, et Akufo-Addo lui a rétorqué que c'est suffisant comme ça, que l'Afrique après 60 ans d'indépendance peut se prendre en charge. Et il ne refuse pas les aides, mais le développement de l'Afrique doit se faire par les Africains essentiellement et non par les aides. Et qu'il n'est pas content
qu'il n'est pas sûr que le peuple français soit content de payer comme ça les impôts pour qu'on les investisse constamment sur les Africains. Donc, c'est un affront que Macron a reçu. Et nous voyons aussi que le Ghana est un poumon économique de l'Afrique et de l'Afrique de l'Ouest. Et que aujourd'hui, il y a des velléités pour que les pays francophones sortent de cette monnaie d'assujettissement qu'est le franc CFA. Et le Cedis et le Naira sont deux monnaies assez fortes autour desquelles peut se fixer l'idée de la monnaie commune, soit de la CEDEAO ou de l'Afrique. Alors, Jean-Paul, Macron s'est dépêché. Oui, on va revenir là-dessus. Je pense que vous êtes en train de faire un développement que nous aimons. On va essayer de passer la parole à chacun pour un peu se relaxer vis-à-vis de ce sujet. On doit faire un toilettage vis-à-vis de tout ce qui se passe. Alors, gardez le coup. Alors, de l'autre côté de sa position, notre ami, M. Marcel Codieux. Alors, quelle est votre position? Vous avez entendu notre ami Jean-Paul. Il dit qu'il est réellement parmi ceux-là qui sont d'accord vis-à-vis de cette partie du Ghana qui est réclamée. Oui, mais Serge, cette histoire, c'est... Les gens parlent que... Marcel, regardez-nous un peu. On a l'impression que vous êtes en train de regarder en haut. Voilà. Cette histoire, ça date de 100 ans. Le protocole qu'il y avait entre le Ghana, la partie Volta Régime, c'était un protocole commercial. C'est ce qui a été dit par ceux qui demandent l'autonomie. C'est un protocole commercial qu'ils avaient signé avec les Blancs. Ce n'est pas une protectorat où ils ont signé que ce territoire deviendra automatiquement un territoire après 100 ans pour le Ghana. Vous savez, c'est le protocole commercial. C'est arrivé à terme. C'est pour cela que les gens de Volta Régime cherchent maintenant à se rattacher à leur Togo ou à être indépendants. C'est ce que refusent. Cette affaire ne date pas d'aujourd'hui. Quand les gens prennent ça, comme j'aurais attendu la fois dernière, avec Kanao disait que oui, c'était un complot. Non, c'est faux. Si vous connaissez l'histoire, ce n'est pas un complot. Cette affaire était là avant à Tamis, mais Dédé. Mais comme les 100 ans n'étaient pas arrivés, donc les gens se sont tus. Mais on est à 100 ans maintenant, les gens veulent reprendre leur autonomie. Pourquoi on leur refuse? Ils veulent se rattacher au Togo. Moi, je sais qu'ils sont dans le droit. Les gens veulent être indépendants. Mais c'est le même, ce cas de, comment vous de Volta Régime, c'est le même cas de Bakwasi. C'est le même problème qui se pose. Parce qu'aujourd'hui, sachant qu'on a trouvé de l'or et de certaines richesses minérales là, les gens ne veulent pas, les Ghanéens ne veulent pas laisser ce territoire. Mais moi, je pourrais que si c'était un contrat où les Allemands avaient confié totalement ce territoire aux Ghanéens, aujourd'hui aux Anglais, oui, ils ont raison. Mais c'était un protocole commercial. Mais les accords sont finis. Mais qu'on retourne en arrière, qu'on remette le territoire aux Togolais. Voilà ma proposition, mon intention que je dirais. Merci donc Marcel depuis sa position. Alors, mon cher Yves Kenavo, vous avez été indexé par Marcel. Je pense que vous avez quand même fait un débat entre, je dirais même une intervention houleuse avec tout ce qui se passe au Ghana. Hier, nous avons vu cette histoire de Somaliland avec Somalie. Est-ce que nous sommes en face de cette même histoire? Et Marcel qui dit qu'il faut vraiment connaître cette histoire du Ghana, de cette petite partie, pour mieux, en tout cas vraiment, informer les autres. Et je pense que vous êtes en droit quand même de nous dire quelque chose, mon cher Yves Kenao. Bien, merci beaucoup, Serge. Vous savez, nous tous, nous connaissons cette histoire du Togoland et du Togo britannique. C'est beau. Je ne suis pas contre l'autonomie ou l'indépendance de cette bande qu'est le Togo britannique. Mais la question qu'on se pose, même s'il y a eu un protectorat entre les Allemands et les Anglais, disons que le mandat que la Société des Nations Unies accordait à cette bande-là était plus fort
que le contrat entre l'Allemagne et les British. Vous comprenez? C'est toute une communauté internationale au sein de laquelle se trouvait l'Angleterre qui donne mandat pour gérer cette portion du Togo et du Ghana. Mais s'il faut réclamer l'autonomie, il faut ramener la question donc devant une institution internationale. Aujourd'hui, c'est l'ONU. Mais la question qui se pose, et généralement c'est ce que l'Occident fait, c'est là où l'Occident est très intelligent. L'Occident fait une étude sociologique de la partie de l'Afrique qu'il veut détruire. Et on va nécessairement trouver un problème lié à cette partie-là. Donc, si ce n'est donc pas qu'est-ce que vous voulez dire par là? Si ce n'est pas entre le sud et le nord de cette partie-là, c'est entre les ethnies ou c'est entre les religions. Mais ici, dans ce cas d'espèce, c'est que la communauté internationale ou bien l'Occident a su que les populations de cette bande-là vont vouloir réclamer leur autonomie. Mais qui fait part de cette communauté internationale? Je parle de l'occupant. Qui sont les Allemands? Non, l'occupant, c'est quoi? C'est la communauté internationale. Et la communauté internationale, là, elle est composée de l'ONU, les institutions bancaires, la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, tout le reste là. Maintenant, les puissances individuellement. Hein? L'Union européenne, les puissances individuellement. Qu'est-ce qui se passe au Ghana? Sachant pertinemment que si on soulève, on touche ceux-là du côté du Togo britannique, nous allons vous aider à soulever ce problème, ils vont le faire. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et si on soulève le problème, les gens diront que oh, le problème là était latent, il existait depuis. Mais s'il existait depuis, pourquoi autant de l'autre là, comme de Rollis, oublions Rollis, autant de Rollis, pourquoi ils ne l'ont pas évoqué? Et c'est maintenant, brusquement, qu'il évoque. Mes chers Africains, ouvrez les yeux. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est ce que j'arrive. Et M. Marcel, ouvre les yeux. Ouvre grandement les yeux. On t'a présenté ce schéma que le problème là existait depuis. Je ne suis pas contre l'autonomie du Togo britannique. Si on rachète le Togo britannique, on aurait l'électricité avec le barrage de Akosombo. On aurait ces champs de café cacao. On aurait ces gisements de pétrole là. Le Togo serait beaucoup plus riche. Mais est-ce que c'est dans l'intérêt des Ghanéens et des Togolais que ce soulèvement se fait? Non. Lisons au-delà des lignes. C'est justement parce que le président ghanéen, Nana Akufo-Addo, a tenu tête à une puissance. Et en tenant tête à une seule puissance, c'est comme vous tenez tête à toute la communauté internationale. C'est comme si vous tenez tête au système d'oppression, au système, à l'occupant. Et c'est ça qu'on veut faire payer à M. Addo, le président ghanéen. Et c'est ça qu'on veut faire mettre dans la tête des autres présidents africains si vous osez, surtout ceux de la zone franc. Si vous osez, ce qui est arrivé à Nana Addo va vous arriver. Non. Alors c'est très simple. On veut faire croire aux Africains, à l'opinion internationale, que c'est le peuple là qui se soulève. Or, qu'est-ce qui se passe? Dès qu'on va truquer les élections présidentielles, que Nana Addo va échouer, on va trouver raison. Il n'a pas réussi à satisfaire les gens de Volta Régime. C'est pourquoi il a échoué. Donc pour vous, si demain Nana Akufo reprenait le pouvoir, ce problème va toujours continuer d'exister? Voilà, c'est la question qu'on se pose. Est-ce que si Nana Akufo prenait le pouvoir, ce problème va continuer par exister ou bien il va se taire? On a encore dit que l'ex-président ghanéen John Dramani
Ouais. qui revient encore sur Voilà. surface. Sur surface, Et c'est il l'enfant va chéri, c'est l'enfant briguer chéri de la de- candidature en 2020. Alors, si aussi M. Dramani prenait le pouvoir, est-ce que ce problème va continuer d'exister? Non, il sera tué. Donc, ça veut dire que... Il sera tué. D'accord. C'est qu'on va dire qu'on a trouvé des compromis. Allez sur YouTube, vous allez suivre beaucoup de bandes réalisées par les responsables de ce mouvement de soulèvement. Je vous dis que ce n'est qu'une machination pure et simple de l'Occident. Et jusqu'à Pour nous preuve faire- contraire, on n'entend plus rien là. pour nous faire croire que il y a un problème là et que si Nana Akufo échouait, on va... Mais c'est normal. Ils vont aller truquer les élections en faveur de leur candidat et on va dire que bon, il n'a pas réussi à satisfaire de l'autre côté. C'est pourquoi il n'a pas gagné des voix. Sinon, ce problème de Togo britannique existe. Et, s'il vous plaît, ce n'est pas le moment. Ce type-là, si un autre président venait que ce problème-là revienne là, je peux supporter. Mais à l'heure actuelle, je voudrais D'accord. que les plus sceptiques viennent me prouver que c'est vraiment les Togolais là qui D'accord. réclament ça. Monsieur Laos, monsieur Mawena, vous avez écouté vos camarades. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec certaines personnes ou bien vous avez une logique que vous voulez nous exposer vis-à-vis de ce qui se passe? Oui, tout d'abord, moi, je n'aimerais pas spéculer, je voudrais être direct sur la chose. La réalité, c'est qu'il y a un complot en bise contre ce président, que ce soit par le Togo britannique, les mouvements qui se produisent au niveau du Togo britannique, ou que ce soit par son affront qu'il a fait au président français. Clairement, la rupture que le Ghana a proclamée contre le FMI est un... Et la Banque élément- mondiale, la et Banque mondiale aussi. mondiale est un élément important que l'Occident ne va jamais pardonner. Ça, c'est clair. Parce que nous, Africains, nous devons nous mettre cette idée en tête. L'oppression numéro 1 que l'Occident exerce sur les Africains, cette oppression-là vient du point de vue Économique. économique, voilà. C'est d'abord l'asservissement économique qui est le point numéro 1 qui est l'arme numéro 1 que l'Occident utilise contre nous. Donc clairement, l'Occident prépare un complot. Il y avait comment l'appelle-t-on, une interview de Nana Akufo-Addo, je ne me rappelle pas très bien quand, mais c'est tout dernièrement. Je pense que c'est sur TV5, France On lui 24. posait la question du terrorisme. Subitement, vous voyez l'Occident qui commence par poser la question du terrorisme à un président africain, va voir ce qui se plane derrière. Donc, toutes ces choses sont organisées par eux-mêmes à partir du moment où on voit qu'il y a un élément ou bien un Africain qui résiste contre ce qu'ils sont en train de faire. Voilà. Donc, concernant le Togo britannique, pour moi, j'ai dit que c'est normal. Ils peuvent réclamer, s'ils ne se sentent pas bien, ils peuvent réclamer leur liberté et autres. Mais moi, je trouve aussi que ce n'est pas le moment parce que pour nous, les Africains, nous ne lisons pas la ligne générale de la lutte qui se fait. Nous prenons seulement les points particuliers parce que X a besoin de liberté, il faut qu'il ait sa liberté. Même si sa liberté va compromettre la bataille que l'autre Y, dans le même sens que lui, on s'en fout. On voudrait quand même que l'autre ait sa liberté. C'est le problème que nous avons. Alors que les autres pensent d'une manière générale. Lorsque la France veut attaquer quelque part et elle sent que l'intérêt des États-Unis est là-bas, elle fait attention. Elle préfère retourner en arrière, voir les rouages auxquels peut utiliser. Et si ce n'est même pas possible, elle avorte carrément l'attaque. Donc c'est ce que nous les Africains nous ne faisons pas et nous avons des problèmes. Donc je ne dirais pas que forcément c'est une conspiration. Moi je dis simplement que ce n'est pas le moment pour les Togolais de la partie britannique et pour qu'ils puissent commencer leur histoire, comment l'appelle-t-on,
ils réclament leur indépendance, je pense, c'est l'indépendance, pour qu'ils réclament l'indépendance. Et d'ailleurs, lorsque nous sommes en train de parler d'indépendance, le problème numéro 2 que nous avons en Afrique, c'est cette histoire d'indépendance. On nous a fait croire aux indépendants. Cette partie du Togo aura certes son indépendance, et je vous donne seulement 5 ans pour que vous voyez les guerres là-bas. Parce que on analyse très rapidement les matières premières importantes qui sont dans cette zone, et lorsque les multinationales et comment l'oligarchie capitaliste voit son intérêt là-bas, ils commencent par semer du désordre. Parmi ces mêmes, regardez le Soudan du Sud, ça fait combien de kilomètres carrés par rapport au Grand Soudan? Mais aujourd'hui, ils sont toujours en guerre. Pourquoi? C'est parce que très rapidement, on a repéré les intérêts économiques qui sont là-bas, et on sait que lorsque les Africains sont en guerre, les multinationales profitent. Donc, si nous ne lisons pas toutes ces choses avant de dire crier indépendance, mais c'est que nous avons perdu. Je m'arrête là pour l'instant. Merci donc Mawena. Alors, je vais du côté de notre ami Marcel. Alors, Marcel, voilà. Je vais tout de suite du côté de notre ami Jean-Paul. Alors, Jean-Paul, vous avez quand même été clair et vous êtes d'accord avec ceux-là même qui veulent que cette partie de Togoland réclame son indépendance. Oui. Mais, monsieur Marcel, monsieur Jean-Paul, nous avons vu aujourd'hui que ces gens-là qui marchaient, on n'entend plus rien, et du coup, monsieur Akufo, qui est aujourd'hui l'élément qui est venu au pouvoir, et vous savez que quand il est venu au pouvoir, il y avait ce qu'on appelle une dette extérieure qui ne disait pas son nom. Cette dette avoisinait entre 70 et 70%. Et jusqu'après, au contraire, lorsqu'il est arrivé, il a réduit carrément cette dette-là. Et il veut rompre avec la communauté, avec le FMI, la Banque mondiale. Jean-Paul, est-ce que vous ne voyez pas là que M. Akufo, non seulement il veut l'indépendance de son pays, mais on veut lui créer encore des problèmes pour ramener M. John Kufuor, non, M. Nana, comment il s'appelle, John Dramani, qui a accepté le FMI. Et jusqu'après le contraire, le Ghana est monté à une dette. Alors, est-ce que vous ne voyez pas là que ce complot-là, il y a des gens qui sont non seulement en dessous, mais on veut réellement enlever Nana Addo pour remettre quelqu'un au pouvoir? Je suis partagé sur ta question. Bon, vouloir se débarrasser de Nana Addo, c'est plausible. Mais dire qu'on crée la sécession du Ghana pour l'embêter, moi je dis que je ne suis pas d'accord avec le point de vue des gens. Parce que moi-même je suis Togolais qui voulait que cette partie du Togo soit rattachée au Togo depuis. Parce que ayant étudié l'histoire, j'ai la nostalgie. J'ai vu que beaucoup de nos ancêtres ont versé leur sang pour ça. Une des causes de l'assassinat de Olympio, en dehors de son indépendance financière vis-à-vis du franc CFA, c'est aussi son vœu de voir les deux Togo unis comme Nkrumah ne voulait pas, et a fait du Ghana un refuge pour les terroristes qui ont attaqué plusieurs fois le régime de Sylvanus Olympio, au rang desquels se trouvait Antoine Meachi, que Sylvanus Olympio avait pris soin d'emprisonner avec d'autres. Donc, en tant que Togolais, je veux le retour de cette partie dans le Togo. Et puis, les velléités ne datent pas d'aujourd'hui, c'est ce que les gens oublient de dire. Il y a eu même des généraux d'armée qui ont proclamé ce désir d'indépendance et qui ont été poursuivis et qui sont réfugiés aux États-Unis. Il y a le doyen parmi eux est mort en 2017 et est venu, et on est venu l'enterrer au Ghana. C'était grandiose ces obsèques. Et il y avait ces velléités-là depuis même avant que Nana Akufo-Addo ne vienne au pouvoir. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a coïncidence des dates de 1917 à 2017. Bon, ça fait 100 ans. Donc c'est symbolique. Et ces personnes vont vouloir marquer. Normalement, les trucs ont commencé depuis. Et Nana Akufo-Addo, il a pris le pouvoir quand?
seulement en janvier 2017. On ne peut pas dire que les choses sont préparées depuis parce qu'on savait les intentions de Nana Akufo-Addo, non. Donc, pour cela, je balaie d'un revers de main les arguments de mes prédécesseurs qui ne tiennent pas la route du point de vue historique. Mais Jean-Paul. Bon, maintenant, Jean-Paul. le point de vue économique, je peux dire que la volonté de l'Occident est de maintenir l'Afrique dans l'endettement. Et Nana Akufo étant venu et ayant fait le nécessaire pour purger les dettes du Ghana et tourner le dos à ces institutions qui profitent de tout en endettant nos pays, je crois qu'il s'est mis à dos contre ces mafieux et on fera tout pour lui créer des problèmes. Et avec son accession au pouvoir, le franc CIDIS a beaucoup diminué. Il a beaucoup diminué, il a subi beaucoup d'infractions. C'est des signes que l'Occident veut vous montrer que vous ne pouvez pas y arriver seul et que si vous les affrontez, ils sont capables de vous créer tous les problèmes. Mais ne rattachons pas le désir de l'Occident de déstabiliser Akufo-Addo au désir légitime des Togolais de la Volta Region de retrouver leur patrie historique. Oui, mais Jean-Paul, Oui. Jean-Paul, Oui. vous n'êtes pas sans savoir que, après les informations que nous avons eues des sources réelles, il y a aussi les pays voisins qui sont dans cette déstabilisation. Est-ce que, parce que vous avez tout à l'heure dit que le Togoland peut quand même réclamer son indépendance, nous voyons aussi d'autres présidents, parce qu'on dit les présidents sont là-dedans. Il y a notre ami Kouché qui nous envoie un message pour dire que oui, nous connaissons ce problème. Mais il y a des présidents aussi comme M. Faure Gnassingbé qui peut être aussi à l'origine, de tout ce qui se passe parce que cette partie est beaucoup riche. Et puis bon, il faut jouer le jeu des Occidentaux pour encore multiplier ces mandats. Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec cet ami Kouché? Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et je ne vois pas l'intérêt que Faure Gnassingbé a. D'ailleurs, je dis que Faure Gnassingbé devait être plutôt contre la sécession de cette région parce que s'il devenait indépendant, ce serait vraiment une base arrière pour ceux qui pouvaient lutter contre le régime de Faure, les Togolais qui devaient prendre ce territoire comme base arrière pour lutter contre le régime de Faure. Pourquoi? Parce que Nana Akufo-Addo et son régime sont redevables au régime togolais. C'est Yadema qui a financé John Kufuor, qui a financé leur NPP. Et ils lui sont redevables. Nous avons vu le comportement de Nana Akufo-Addo dans le règlement de la crise inter-togolais. Il est venu juste pour réinstaller Faure Gnassingbé. Donc je ne crois pas que Faure Gnassingbé soit bête jusqu'à vouloir que cette région soit divisée, soit séparée du Ghana parce que, ce faisant, ceux-là, animés par les désirs d'indépendance, vont nourrir des velléités même au sein du Togo. Donc, je dis que cet argument ne tient pas. D'accord. Alors, M. Kenao, je crois que vous voulez relever le défi tout à l'heure. Voilà, je voudrais rappeler à notre collègue Jean-Claude Omolou que Jean-Paul Omolou que vraiment il fait une lecture simplifiée, très simplifiée de la politique de l'Occident en Afrique. Je lui rappelle, je ne sais pas quel âge il a, mais j'ose croire qu'il a, durant la guerre du Zaïre, il était quand même mature. Il avait l'âge de connaître la politique. Vous savez ce qui s'est passé en République démocratique de Congo, l'ancien Zaïre. La guerre a commencé par Goma. Et vous savez comment la guerre a commencé par Goma? C'était un simple soulèvement de la population de Goma. Et qu'est-ce que la communauté internationale nous avait fait croire? Que c'était des Rwandais de Goma qui réclamaient leur autonomie. C'était juste ça. Or, quand tu vois aussi historiquement, Goma est frontalier avec le Rwanda. Avec ce que vous êtes en train de dire, ça veut dire que nous avons vu ce problème Togoland.
il y a encore d'autres pays africains qui vont peut-être se réclamer de ce problème Voilà. et permettre à la communauté internationale d'appartenir aux richesses. Parce qu'on dit que cette bande est beaucoup riche. Elle est riche, je sais. Vachement je connais. riche. Très riche. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et partant de cette histoire que ce sont des Rwandais qui sont au Goma et qui travaillent et qui sont Zaïrois, c'est eux qui réclament leur autonomie. À partir de ce soulèvement, qu'est-ce qui s'est passé? Rébellion. Et de rébellion, les armes ont commencé par tonner. Et de ça, on a parlé. C'était une guerre. Vous connaissez tous le nombre de vies perdues. Ça commence comme ça, petit, sur le Togo, Togo britannique. Oh, que ce sont les Togolais qui réclament leur appartenance à leur pays, leur ancien pays. Et n'oubliez pas qu'on nous parle aussi des djihadistes sur le sol togolais. Vous comprenez, monsieur le journaliste? On nous parle des djihadistes sur le sol togolais. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que bientôt, ce simple soulèvement de Togo britannique va se transformer en quelque chose. La communauté internationale, le système, lui connaît déjà là où il veut aller. On commence par, on veut nos revendications, on veut ceci. Mais derrière, brusquement, on nous parle encore des djihadistes au Togo, au Ghana. Et si vous croyez que c'est par simple coïncidence, là, donc, c'est pas naïveté ou vous ne connaissez pas l'Occident. Vous ne connaissez pas le système, l'oppresseur. Parce que tout est calculé. J'ai dit tantôt, avant de commencer, on fait des études minutieuses du lieu qu'on veut attaquer. Sociologique, historique, politique, tout. Et ici, là, je vous dis, l'Afrique doit prendre garde. Le Ghana doit s'éveiller. Le Togo doit s'éveiller. La Côte d'Ivoire doit s'éveiller. Le Burkina Faso doit s'éveiller. Parce que cette petite histoire de Togoland, demain c'est une rébellion. Et de la rébellion, c'est une guerre. Et Nana Akufo ne sera pas libre. Donc vous voyez que Moi, je voulez vois nous dire... un big picture. C'est big picture. Donc, que les gens ne simplifient pas donc, cette histoire. Que donc c'est, qu'est-ce qu'il faut faire? De l'autre côté, Jean-Paul dit qu'il est... Les Africains doivent démanteler, doivent dire ouvertement ce que l'Occident pense. Directement, comme nous le disons, comme je le dis. D'accord. Nous connaissons ce coup-là. C'est un coup silencieux. C'est un coup d'État silencieux. Et que les Africains doivent dire que nous connaissons votre jeu. C'est comme ça que vous allez commencer par nous dire que c'est les gens qui réclament leur autonomie et demain, c'est une guerre. Alors faisons beaucoup attention. D'accord. Rodrigue, avant de revenir à vous, on va passer rapidement à Jean-Paul qui a soulevé la main. En attendant que notre ami Marcel Kodier s'arrange de l'autre côté du studio pour qu'on puisse essayer de lui donner la parole. Alors, monsieur Jean-Paul. Je crois que grand frère Yves Kengao est en train de semer une psychose inutile. Pourquoi? Ce n'est pas parce que on dit que le serpent est venimeux que le serpent mord tout le monde qu'il croit sur sa route. Il y a un moment où le serpent peut fuir l'homme. Donc, nous prenons le cas du Cameroun anglophone. Qu'est-ce qu'il y a? Si l'État fédéral camerounais avait respecté les clauses de la réunification des deux Cameroun, il n'y aura pas eu de problème. C'est une région abandonnée, laissée pour compte. Les anglophones sont marginalisés. Maintenant, les gens réclament un minimum. Regarde comment on traite les étudiants. Moi-même, quand j'ai vu la façon dont les militaires camerounais sont rentrés dans les cités universités, humilier les filles, les tabasser, tirer dans les pieds des étudiants, on les faisait rouler dans des eaux pourries. Quelle humiliation! J'ai dit que si j'avais les moyens, je pouvais constituer une rébellion pour aller défendre ce territoire du Cameroun là. Et les gens ont profité de l'Occident, veut déstabiliser le Cameroun pour soutenir un tel criminel comme Biya, pour le prendre comme un président exemplaire, lui qui a ruiné le Cameroun à 37 ans de pouvoir. Donc arrêtons quand même de faire des amalgames. Ici, il y a des documents historiques qui donnent raison aux sécessionnistes. Et ils ont été pacifiques jusqu'au bout.
Tout ce qu'ils font est pacifique et ils ne cessent de le réclamer. L'autre fois, quand ils s'apprêtaient à proclamer l'indépendance de cette partie le 9 mai, qu'est-ce qu'on a fait? On est parti les embrigader, on les a arrêtés. Le doyen parmi eux flirtait avec les 90 ans, on l'a libéré sous caution de 250 000, ou bien 250 000 Ghana Cedis, ce qui fait à peu près, je crois, une quarantaine de milliers d'euros. Et nous voyons que les gens ne parlent aucun langage de violence. Ils n'évoquent que les textes. Pourquoi nous leur prêtons des intentions qu'ils n'ont pas? C'est comme aujourd'hui, le régime togolais taxe le PMP de djihadistes, alors qu'il n'y a rien de djihadiste dans le comportement de Tipi Achadam ou des gens du PMP. Donc, arrêtons d'anticiper et de prêter des intentions aux gens qu'elles n'ont pas. Donc, voilà ce que je tenais à dire. L'indépendance du Western Togoland est légitime. Le pouvoir ghanéen ferait mieux de négocier. Et le barrage d'Akosombo est nourri essentiellement par l'Oti qui est une rivière, un fleuve togolais. Mais la rétention d'eau, ils l'ont déplacé par des grands travaux dans le Ghana, sans que cela ne soit dans le Togoland, parce qu'ils savaient que ce territoire ne leur appartenait pas. Et l'incident est né du fait que Akufo-Addo voulait créer une région pour les Ashanti dans le Western Togoland. Les Ashanti ne faisaient pas partie du Togo. Pourquoi vouloir leur créer une région dans le Western Togoland? Ça a envenimé la situation. Et voyons l'origine, les causes des problèmes avant de prêter des intentions fausses à ces personnes qui luttent pour une cause légitime. Mais Jean-Paul, vous venez de parler d'une négociation. Pourquoi faire? Vous voulez qu'on négocie pourquoi faire? Si vous Par êtes exemple, déjà que si le Ghana, cette bande, vous êtes d'accord si que cette bande appartienne, comment on appelle, demande sa légitimité au niveau de l'indépendance, vous voulez maintenant que le président ghanéen vienne négocier avec cette bande, pourquoi faire? Par exemple, ce n'est pas essayer de les embrigader parce que ça va envenimer la situation. On peut négocier dans plusieurs pays, ça se fait, où on donne beaucoup plus d'autonomie à cette région-là. Il peut faire certains, le Ghana devient un État fédéral comme la Suisse, où cet État aura un certain nombre de pouvoirs. Ça, c'est d'un. Ou de deux, on leur accorde l'indépendance et sur la base de certains accords et des principes. Il y a toutes sortes de solutions à trouver, pas par la force, parce que s'il veut aller par la force, ça va engendrer la force. Mais je vois des gens déterminés à acquérir leur indépendance et que plutôt le gouvernement ne soit pas radical pour pousser ces gens-là à entrevoir des solutions qu'ils n'avaient pas en tête auparavant. Merci donc, Jean-Paul. Nous allons donc aller en pause publicitaire pour revenir sur ce plateau pour continuer notre grand débat. Vous voulez des informations sportives? Vous voulez des informations économiques? Vous voulez des informations en politique, en santé, en culture, en sport? Ne cherchez pas loin. C'est ici, sur Tempo Afrique TV, la chaîne de l'éveil de la conscience africaine, de la diaspora africaine à travers le monde entier. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain.
Grand débat qui a pour thème aujourd'hui, un complot international serait-il en vue contre le président Nana Akufo pour déstabiliser le Ghana? Alors, pour ce grand débat, j'ai mes invités sur ce plateau, M. Yves Kenao, M. Lawson Lawena, et sans toi oublier Marcel Kodié depuis sa position et Jean-Paul depuis sa position aussi. C'est tout à fait émotionnel. Alors, mon cher Yves Kenao, je crois que on va aller d'abord du côté de Marcel Kodié, qui est maintenant en position de nous recevoir. Alors, Marcel, vous avez écouté votre ami Yves Kenao, vous avez écouté aussi M. Mawena, sans toi oublier Jean-Paul. Alors, qu'est-ce que vous voulez nous dire dans la mesure où aujourd'hui, cette bande de Togolande va encore faire beaucoup de problèmes? Si jamais elle réclame son indépendance, il y a des problèmes qui vont réellement se passer d'après ce que nous avons essayé de pouvoir mémoriser par l'entremise de Jean-Paul depuis sa position. Oui, Serge, excusez-moi, en temps, je t'ai coupé, je n'ai plus suivi le fil du débat, mais néanmoins, je rentre. C'est peut-être pour vous dire que... Essayez de vous repousser un peu, monsieur Marcel Kodié, repoussez un peu, oui. Voilà. Encore, une fois de plus, vous êtes très bien comme ça, joli garçon, allez-y. Donc, le problème dont je parle du Togoland, là, dont on parle, là, c'est un problème politique. Ce que Yves dit que oui, c'est un problème de colonie, on veut encore que c'est les Blancs, les histoires qui sont en train de monter. Non, c'est faux. Cette affaire de Togoland, il y a toujours ce problème. Vous savez que la majorité de ces gens de vote à régime, ils ont toujours voté le PDC, le parti de J.J. Rawlings. Ils n'ont jamais voté, c'est ça. Parce que le partant, l'autre président qui est parti là, Maman, c'était Maman, non, son nom m'échappe là. Vous savez, il avait dit qu'il n'allait plus construire les routes parce que vous savez qu'il y avait une route à partir de Saint-Thé jusqu'à aller à la frontière. Il a refusé. C'est quand, à la veille des élections, qu'il a commencé cette route parce qu'il avait dit que oui, les gens de vote à régime n'ont pas voté pour eux et qu'ils ne vont jamais aider les gens de vote à régime. Donc, il y a un problème politique de parti politique dans cette affaire. Parce qu'aujourd'hui, Akufo-Addo, sentant qu'il est d'Ashanti, il prend cette affaire pour pouvoir monter les gens, vous dire que oui, les voteurs veulent une sécession. Non, ce n'est pas un problème de sécession. Les gens veulent être indépendants. Déjà, les gens ont peur parce que JJ, vous savez, entre-temps qu'on a fait roi JJ à Keta, on estime que peut-être JJ serait peut-être un président autonome là-bas. Donc, c'est ça les manipulations, c'est que les gens ne comprennent pas. Et quand on sait ces histoires des Blancs, que c'est à cause du FMI, non. Cette affaire est là depuis longtemps. C'est 100 ans, on a demandé, c'est fini les accords. OK, s'il veut encore, on doit signer notre... Mais donner l'indépendance aux gens ou l'autonomie. Laisser les qui sont indépendants libres de leur choix. On ne peut pas les imposer, les forcer. Vous-même, jetez un regard, ceux qui connaissent le Ghana, vote à régime, voyez ce qu'aucune réalisation n'a été faite dans le vote à régime. Allez à Rokoko, vous allez voir. C'est toujours les études parce qu'on estime que des gens, en 100 ans, les gens vont les quitter. À Plao. Il n'y a que le grand bâtiment là qui a été fait à Plao. Exactement. Je suis d'accord. Le grand bâtiment là seulement qui a été construit. À part la route qui a été construite. Vous voyez à Plao, allez à Plao était toujours comme ça. Aucune réalisation n'a été faite à Plao. Je suis d'accord. Voilà le problème. C'est un problème de région. Parce que le président même c'est écrit. Les gens même ont produit. Ils ont conservé même les documents qu'ils ont volés. Oui, voilà. Vous nous avez dit que 7 ans, c'est oui. Nous avons cédé le territoire pour 7 ans. Vous n'avez rien réalisé en 7 ans. Voilà, on veut se rattacher à notre truc là pour avoir la dépendance. Mais on les refuse aujourd'hui. C'est ça le problème. Mais écartons ces histoires de colons, de coups d'État ou bien de complot contre Addo. Addo, vous devez savoir que Addo même a déjà problème. Depuis le dialogue sur l'affaire du Togo là, ce monsieur avait des problèmes. Les gens avaient dit, même les Ghanéens ont dit qu'il ne sera plus voté. Il prend cette affaire pour en faire un autre là, pour pouvoir faire un autre mandat. Mais ce serait difficile pour lui. Parce que déjà, actuellement, avec cette affaire, tout le vote à régime ne va plus voter. Parce que les gens sont en tout cas contre lui. Il perd déjà un électorat.
Vous voyez déjà nos amis. Voilà le problème. Ok. Et 14 ces mauvais esprits de ces histoires qu'on dit que oui, Colombe, non. D'accord. Merci. D'accord, on va revenir. Monsieur Yves Kenao, je crois qu'on va passer à Mawena avant de revenir à vous tout à l'heure. Mawena, je crois que vous avez compris ce que Monsieur Marcel Kodji a dit. Aussi, nous avons deux personnes de l'autre côté là-bas qui veulent réellement que l'indépendance revienne aux Togolais, à cette partie britannique. Ici, dans le studio, on a deux personnes qui s'opposent à cela. Alors, on nous dit de l'autre côté ici que de l'or et de la bauxite dans le sous-sol ghanéen, 5 à 7 milliards de barils de réserves de pétrole au large de ses côtés. Et puis, maintenant, classé deuxième producteur mondial pour le café et puis cacao. Et le Ghana se retrouve champion de la croissance avec 6,2% en 2018. Mais on dit que, et pourtant le pays revient de loin puisqu'il avait dû faire appel au Fonds monétaire international en 2015 pour un emprunt frôlant le milliard de dollars. Et en ce moment, c'était notre ami John Dramani qui était au pouvoir. Alors, je vous laisse donc le temps quand même de nous rafraîchir aussi la mémoire. Oui, d'abord, je vais commencer par rectifier ce que Omolo a dit par rapport au franc CIDIS. Lorsque Ronlis quittait le pouvoir, le franc CIDIS était au même niveau, presque le dollar. Et c'est après 7 ans, lorsque les présidents suivants, et comment l'appelle-t-on, Ronlis, qui ont mis la monnaie ghanéenne sur le marché et les impérialistes ont spéculé avec. Donc le CIDIS a perdu 79% de sa valeur et donc a chuté. C'est avec la venue de Akufo-Addo maintenant que le CIDIS a repris, comment l'appelle-t-on, ses lettres de noblesse, reprend maintenant ses lettres de noblesse. Donc aujourd'hui, le CIDIS se porte mieux que 7 ans auparavant. Donc, il faut rectifier ça très rapidement. Le CIDIS Non, là, je rétorque. N'a pas plus de problèmes aujourd'hui que pendant cette période-là dont il parlait. Puisque je rappelle que le CIDIS, durant les 7 dernières années, a perdu 79% de sa valeur. Donc, juste après Akufo-Addo, qui a commencé par faire un nouveau travail, qui a fait que le CIDIS reprend maintenant. Bon, et revenant sur l'histoire du Togoland. Ce n'est pas vrai. Moi, ce n'est pas je vrai. ne suis pas contre l'indépendance de qui que ce soit. Moi, je dis qu'il faut faire une lecture dépassant cette indépendance-là. L'exemple, je l'ai toujours donné à partir de l'Angola, comment l'appelle-t-on, et du Soudan. Le Soudan du Sud avait commencé par réclamer son indépendance. Et tout le monde criait. On savait que les gens souffraient de ce côté du Soudan. On savait. Mais qu'est-ce qui s'est passé juste après l'indépendance du Soudan du Sud? L'impérialiste est là. C'est eux qui gouvernent ce monde aujourd'hui. Donc, nous allons faire éliminer nos populations pour rien. C'est-à-dire, je préfère encore au Soudan du Sud d'être encore sous la coupole de l'autre Soudan jusqu'à l'heure où nous parlons, de rester là. Mais est-ce que vous êtes vous-même, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Jean-Paul a dit en disant qu'il faut négocier pour quand même amener la tension un peu en baisse? Bon, le problème au niveau du Togo, Togo britannique, c'est que effectivement, le Togo britannique a été négligé. Nous sommes d'accord. Et ce problème était un problème en jachère. C'est vrai qu'il y avait des velléités des gens réclamaient, surtout à partir de 2017, que tout le monde avait compris que les 100 ans de contrat ont passé. Les gens pensaient, tout le monde pensait que l'ONU devait intervenir pour dire, bon voilà, ce problème de 100 ans. Mais pourquoi est-ce qu'on attend l'ONU pour intervenir? Oui, puisque l'accord de 100 ans, c'était parrainé par qui? Par la SDN qui était parent à l'ONU. Donc il faut se retrouver encore à l'ONU. Donc il faut se retrouver encore à l'ONU pour régler cela. Donc d'aucuns pensaient que l'ONU allait intervenir. Mais c'est sans oublier la mentalité impérialiste. C'est que des gens savaient très bien qu'il y a ce problème-là qui est là. Et que
comme le Togo britannique, moi, je dis toujours que je ne veux pas spéculer. Je ne dis pas automatiquement que c'est parce que les gens du Togo britannique se sont levés qu'il y a un complot automatique. Moi, je dis que les impérialistes vont spéculer avec cette histoire-là. Parce que eux, ils veulent des moyens pour créer des histoires dans nos régions. Pourquoi est-ce que l'ONU n'a pas intervenu? Justement, c'est ce que je suis en train d'expliquer. L'ONU a mis ça en jachère. L'ONU pouvait intervenir pour dire, bon, voilà, nous allons régler ce problème pour ne pas avoir de problème. Pour qu'il n'y ait pas de problème à ce niveau-là. Bon, on va demander aux gens de Togo britannique. Maintenant que les 100 ans sont passés, vous voulez vous rattacher à votre Togo ancien, être ensemble, ou bien vous voulez être seul, ou bien vous voulez être avec le Ghana. Ils ne l'ont pas fait. Ils savent pourquoi ils ne l'ont pas fait. Parce qu'ils vont utiliser ça au moment où ils en auront besoin. Donc, lorsque nous, Africains, nous ne lisons pas, nous ne faisons pas ces lectures, nous pensons que les Occidentaux ont croisé les bras. Vous pensez que lorsque, je vais faire une petite parenthèse en disant que lorsque nous parlons de développement, vous pensez que les gens vont vous donner les moyens du développement pour que vous les dépassez? Jamais. On vous a toujours dit qu'on n'a pas besoin à ce que l'Afrique se développe. Les moyens de développement qu'ils vous donnent, c'est pour vous mettre dans la servitude. Vous comprenez? Donc, ils ne lésinent sur aucun moyen. Tout ce qui est à leur disposition, ils l'utilisent à bon escient. C'est pour cela que je ne condamne pas tellement l'analyse qu'il est en train de faire. Parce que ces gens sont très intelligents. Ils utilisent tous les moyens. Parce que cette histoire de Togoland est là. Les gens sont en train de poser la question du terrorisme déjà au Togo, comme nous le voyons. C'est vrai, ce que Omolou disait par rapport au terrorisme qui se passe au Togo. C'est-à-dire, c'est des trucs qu'on a inventés. Mais qui invente ça, en réalité? On appelait certains des auxiliaires indigènes du système. C'est qui? C'est nos présidents d'aujourd'hui. Ils ne prennent aucune décision. Ce sont des gens qui exécutent des décisions. C'est-à-dire, on fait comme on ne comprend pas ce système. Tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui, c'est parrainé par qui? C'est dirigenté par qui? C'est vrai que l'ensemble du système est dirigenté à l'extérieur et c'est les petits détails que nos présidents font. Si nous comprenons cela, nous devons savoir que si l'Occident veut que ce système de Togo et britannique soit réglé, ça sera réglé aujourd'hui même. C'est parce qu'ils savent qu'ils vont l'utiliser après. Que les gens du Togo britannique sont en train de réclamer depuis. On sait très bien qu'il n'y a rien là-bas. Et je voudrais aussi qu'on fasse en sorte qu'on ne limite pas le problème du Togo britannique au problème des EV. Non. Le Togo britannique ne comporte pas seulement que les EV. La fois dernière, je crois que c'est les Tchokossi et les Mouba qui étaient en train de se battre dans le nord du Togo britannique. Donc, lorsque je ne connais pas trop l'histoire que Omolou a raconté par rapport à ce que Atouté a écrit, je ne connais pas l'histoire, mais je voudrais dire quand même que il ne faudrait pas qu'on spécule en disant que, comment l'appelle-t-on, Nkrumah est l'un des acteurs de l'assassinat de Olympio. Là, il n'y a aucune preuve. D'accord. Bien sûr, il faudrait allez lire que l'histoire. ce soit clair. D'accord. Monsieur Jean-Paul a soulevé la main. Je crois que monsieur Yves, on reviendra tout à l'heure à vous, mais Jean-Paul a été indexé, donc il réclame la parole. Alors Jean-Paul, de votre côté, vous voulez intervenir? Ouais, je crois que quand il dit que l'on laisse par terre laisser ainsi dire c'est égal au dollar, c'est une fausse information. Parce que au temps de Rollis, moi j'ai fait 6 mois au Ghana. Quand j'ai quitté les geôles à Lomé, j'étais moribond. C'est à Korlebou que j'ai suivi 6 mois de neurochirurgie. Je connais la monnaie du Ghana. À l'époque, 1000 francs CFA faisaient entre 22 000 et 30 000 cedis ghanéens. Donc, c'était comme ça, eux-mêmes, ils ont créé une monnaie faible pour attirer les investissements. Mais les nouveaux billets ont apparu dès 2007. Et c'était vers la fin de la gouvernance de, comment dit-on, John Kufuor. Et puis, Atta Mills est venu, il est mort en mi-mandat. Le CIDIS a commencé à chuter avec Mahama qui a fait beaucoup d'emprunts et le cours de l'or qui soutenait la monnaie ghanéenne a chuté de 30% dès 2012 et
c'est avec l'arrivée de Nana Akufo-Addo que le CIDI s'est presque effondré. Aujourd'hui, à l'époque, un CIDI faisait 225 à 300 francs CFA au début de la gouvernance de Nana Akufo-Addo, mais aujourd'hui, il est à peine à, je crois, 100 et quelques, 110 ou 115. Donc, vous voyez, le CIDI ne se porte pas mieux. Donc, c'était une fausse information. Et puis, j'aimerais compléter en disant que rattacher tout désir d'indépendance d'un peuple, tout désir d'alternance à la manipulation de l'Occident, je crois que on pouvait dire que nous, Togolais, qui voulons l'alternance aujourd'hui, sommes manipulés par cet Occident-là. Or, ce n'est pas le cas. Nous voulons plutôt lutter contre un régime que l'Occident a placé au Togo. De la même façon, d'autres peuples aussi ont droit à leur indépendance. Nous voulons cette alternance qui va rétablir l'indépendance qui nous a été volée dès 1963. Donc, s'il vous plaît, ne mélangez pas le terrorisme et l'Occident à tout. Sinon, on dirait que c'est les Occidentaux qui manipulent aussi l'opposition togolaise, la société civile et la diaspora qui veulent l'alternance au Togo. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que ce n'est pas l'Occident qui manipule tout le monde au Togo, y compris le président de la République? Non. Non, vous déplacez le débat sur un autre terrain. Bon, je vous dis qu'en Afrique, y compris le Togo, même le président de la République, l'opposition togolaise, la diaspora togolaise, tout le monde est manipulé par le système occidental. Bon, vous voulez manipuler à quel sens? Parce que personne ne me manipule moi. Et je veux que si vous voulez que quelqu'un intervienne, vous allez dans les ambassades de où? De l'Occident, pour demander que ces ambassades-là interviennent. Si vous voulez écrire pour les droits de l'homme, vous quittez la Ligue togolaise des droits de l'homme, écrit à quoi? À la Ligue internationale des droits de l'homme. C'est que la Ligue internationale des droits de l'homme. C'est égal l'Occident. Vous comprenez? Donc, l'Afrique, le Togo, le Ghana, tout le monde est manipulé par le système occidental, par l'impérialiste, d'une manière ou d'une autre. D'accord. Quelle est l'opposition en Afrique qui n'a pas un sponsor à l'étranger? Dites-moi, quel est le seul opposant africain qui n'a pas de sponsor? Quel est le seul président africain qui n'a pas de sponsor à l'étranger? Alors c'est l'étranger qui manipule toute la vie africaine, en un mot. D'accord. Peut-être il y a la manipulation active et celle passive parce que c'est un système qui nous emballe et puis nous, les gens qui sont contre l'Occident et l'impérialisme, on n'est pas écoutés, là d'accord. Mais dire qu'on manipule à tout vent, je crois qu'il faut nuancer. Il faut nuancer. Ok, j'aimerais dire à Omolou qu'il est en train de rentrer sur le plan économique. Il dit que lorsqu'il quittait le Ghana, il compare le CIDIS et le CFA. La valeur d'une monnaie, et d'ailleurs, je vais te rappeler que la valeur des monnaies aujourd'hui, ce n'est plus défini par la quantité d'or que vous avez. C'est révolu depuis 1973. Depuis 1973, ça a été révolu. Sinon, les États-Unis, le dollar ne serait pas la monnaie par laquelle on fait des échanges aujourd'hui. Ça, je vais vous rappeler ça très rapidement. Et lorsque vous parlez lorsque vous quittez, vous comparez le CIDIS et comment l'appelle-t-on, au CFA. Vous comparez le CIDIS au CFA. Et puis, vous dites que, comment l'appelle-t-on, lorsque les nouvelles monnaies sont sorties, lorsqu'on fait sortir de nouvelles monnaies, ça ne signifie pas que la valeur de la monnaie change. Non, monsieur. Ça ne voudrait pas dire que la valeur de la monnaie change. La valeur de la monnaie demeure ce qu'elle est. Si vous voulez comparer la valeur comment l'appelle-t-on, du CIDIS pendant le temps où vous étiez au Ghana, comparez-la au dollar. Ne la comparez pas au CFA. Nous sommes dans un très débat bien. monétaire. Non, je ne comprends pas. Si je veux juste donner la quantité de CFA que l'économie qu'il a laissé, la valeur de la monnaie ghanéenne était presque, un CIDIS faisait presque $1. Et lorsque, comment l'appelle-t-on, les 7 dernières années, après Ronlis, le CIDIS a perdu 79% de sa valeur. Je dis la même chose. Après, quand Kufuor arrive, que le CIDIS reprend. Allez vérifier la valeur de la monnaie et vérifiez très bien la valeur de la monnaie CIDIS des 7 dernières années et la valeur de la monnaie CIDIS aujourd'hui. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas comparer le CIDIS au CFA et dire que parce que le CIDIS est diminué par rapport au CFA, donc ça voudrait dire que la valeur de la monnaie est élevée. Non.
Il faut Je vois le taux de change par rapport au franc suisse et au dollar, Alors, mais Marcel, pour que de nous l'autre comprenions, côté, je le est-ce que vous compare au avez CFA une parce que les réaction Togolais vis-à-vis n'utilisent de pas le dollar et le vos franc amis suisse. depuis le studio? Vous voyez, et puis le Ghana, le Merci. système monétaire ghanéen est assis sur sa réserve d'or. C'est ça, allez vérifier. Marcel, je crois qu'on va attendre à ce que Marcel nous tienne informés. Serge, Marcel, est-ce je que vous pense êtes que- avec nous? Oui, je suis avec Bon, vous. d'accord, Vous me allez-y, recevez? intervenez. Oui, Mais vous savez, cette essayez, histoire de- essayez de vous reculer un peu de votre ordinateur. Ah, Voilà, toujours là. voilà, allez-y. C'est bon? Cette affaire de... je pense que nous sommes en train de changer les données du débat. Affaire monétaire, là, laissons cette affaire. Le CD a toujours changé. Tous les Ghanéens, même l'analphabète, c'est qu'à partir du 1er chaque janvier, l'argent, la monnaie, le CD. Est-ce que tous les Ghanéens connaissent? Laissons cette affaire. On parle de l'autonomie de ces territoires. Pour la petite histoire, vous savez pourquoi Djidji avait toujours soutenu, j'ai écrit sur Olympio? C'est pour cette affaire d'autonomie, de l'affaire de la bande là. Pour lui, il croyait que peut-être quand un jour qui serait au pouvoir, éternellement, ils vont jusqu'à 2019, ils vont au moins céder cette partie au Togo. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, les gens veulent reprendre leur autonomie. Vous refusez. Vous posez un problème de monnaie, que c'est la monnaie, que c'est les colons. Qu'est-ce que les colons ont fait de cette affaire? Mais c'est ce que moi, ça me parle. Qu'est-ce que les colons ont encore fait de cette affaire? Et quand les infidèles de colons, si nous allons même, les gens passent, c'est que nous sommes démunis. Vous savez, vos partis politiques ne sont pas financés. Alors, vous voulez qu'ils aillent chercher l'argent où? C'est ceux qui en ont. Les grands partis, la CDU, les grands partis, le Parti socialiste français, c'est pour cela que nos partis qui sont affiliés au Parti socialiste et communiste de la droite vont chercher de l'argent. Ça, c'est donnant. Ça n'a pas... Si on finançait tous nos partis politiques, est-ce que nous aurons encore cherché de l'argent chez le colon ou bien le blanc? Voilà, c'est nos erreurs. C'est nos erreurs. Bon, moi, revenant à nos moutons, disons que moi, je suis partant pour l'autonomie, qu'on laisse les gens là, au lieu de les bastionner, de les bastiller, de les mettre en prison, de leur faire peur. Mais les gens, ils sont déterminés. C'est ce que vous ne comprenez pas, ils sont déterminés. Ils disent qu'ils seront jusqu'au bout. Donc, je pense qu'à toi, il faut comprendre que ce n'est pas... le problème qu'il a aujourd'hui avec les Ghanéens, ce n'est pas le problème qu'ils voient ailleurs. Merci. Alors, Mawena, rapidement. Oui, et quand le frère Marcel dit que bon, qu'il va falloir donnant, les partis politiques vont donner quoi à l'Occident? Lorsque vous allez chez des gens pour commander, je viens de ce donnant là, c'est intérêt. Parce que lorsqu'on vous donne, on vous contrôle. C'est comme ça que le système international, mondial est en train de marcher. On ne peut pas vous donner sans vous contrôler. Entre les blancs, même, ils ont donc, toujours. si vous voulez carrément couper avec le système. C'est ça. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire à la fois. Chercher à aller négocier. La fois dernière, on était là lorsque les luttes togolaises ont commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? On a notre soeur Farida qui était allée chez les sénateurs et autres. Qu'est-ce qu'on lui a dit? Ici, on lui a dit que non, que les États-Unis connaissent très bien le problème togolais. Ils savent très bien ce qui se passe dans la région. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils ont leurs intérêts là-bas. Vous comprenez? C'est pour cela que je dis, on ne peut pas chercher l'indépendance, sachant que c'est des gens qui ont un système qui nous ont mis là-dessus. Vous comprenez? Et vous voudriez quand même aller vers ces gens-là et avoir en même temps ce que ces gens ne veulent pas que vous ayez. L'indépendance du Togo est britannique. Si on venait à avoir l'indépendance de cette partie du Togo, je vous donne 5 ans pour que les guerres commencent. Pour que les populations de cette pauvre partie de l'ancien Togo commencent par être tuées. L'exemple, c'est l'Angola. Et comment l'appelle-t-on? Le Soudan du Sud. Je vous ai donné l'exemple. Ces gens savent ce qu'ils sont en train de faire. Lorsqu'on attaque l'Occident pour ces choses, c'est parce que historiquement, c'est comme ça que ces gens ont toujours fonctionné. Vous comprenez? Donc, ils ne vont jamais... Des gens qui se sont comportés durant plus de 100 ans, plus de 400 ans, de la même manière, ne pensez pas qu'ils vont changer du jour au lendemain. Je ne dis pas qu'on ne donne pas l'indépendance à ces gens-là, mais nous devons faire des lectures historiques. Comprendre que ce que nous demandons, ça aura aussi des conséquences. Je ne suis pas contre l'indépendance. D'accord. Alors, M. Yves Kenaou. Je suis plutôt pour
la clairvoyance de ce qui peut advenir derrière ces indépendances-là. Monsieur Yves Kenao. Vous savez, quand j'ai entendu durant 60 minutes déjà les gens parler, j'ai compris que les gens attachent un certain sentiment que je n'arrive pas à expliquer. Et quel est Je ce me sentiment? pose la question, est-ce que c'est parce que c'est un projet, c'est un Everland, que les gens sont tellement attachés à cela? Est-ce que c'est parce que ça traite à Olympio, Sylvanus Olympio, que les gens pensent que l'histoire sera refaite, qu'il faut nécessairement... Parce que la question qui se pose aujourd'hui, c'est une question juridique et politique. Parce que c'est par référendum que la partie a été rattachée au Ghana. Donc, il faut demander encore par référendum d'abord au Ghana entier, puisque maintenant c'est un peuple, c'est un pays entier, ce n'est pas une fédération. Il faut maintenant demander au Ghana, est-ce que les Ghanais voudraient toujours que cette partie-là soit attachée au Ghana, ou bien qu'elle retourne au Togo? mais déjà où les gens ont été attrapés et puis mis dans l'hélicoptère par les emprisonnés, vous croyez que le Ghana va faire quoi? C'est là que je dis que faisons une lecture pour approfondir, plus approfondie de cette situation de soulèvement. N'oubliez pas qu'il y a des puissances comme les États-Unis qui veulent des colonies encore en Afrique. Le Rwanda qui s'est transformé en anglais, c'est le Rwanda, pour ceux qui ne savent pas parler français, c'était une colonie française. Mais après la guerre, de la même manière que ça commence au niveau du Togo britannique, du Zaïre, le Rwanda est devenu pays anglophone. Mais le Togo britannique parle l'anglais. Est-ce qu'il parle le français? Attends, j'arrive. Mais répondez à ma question, est-ce qu'il parle le français? Il parle anglais. Il parle anglais. J'arrive. Mais alors que de l'autre côté, ça c'est encore un autre problème. J'arrive. Donc ne mélangez pas les problèmes. Laisse que j'explique. D'accord. Et maintenant, c'est devenu sous contrôle américain. C'est un pays maintenant. Maintenant, si ce côté-là, disons que ça devenait un État indépendant, ça ne serait pas sous l'Angleterre. Ne croyez pas. Ça serait aussi un autre pays. Alors, pourquoi diviser, balkaniser plus que le blanc, que chaque région devienne un État, pour qu'on passe... Vous savez? D'accord, vous l'avez déjà dit. Non, je n'ai pas dit. Voilà. Je n'ai pas dit, parce que c'est très important. Je pose la question, parce que là, cette partie du Togo britannique, elle va du nord du Dapon jusqu'à l'océan. Vous comprenez? Alors aujourd'hui, quand les Togolais parlent, les gens Togolais parlent, et Mawena l'a bien soulevé, on a l'impression que c'est seulement la partie élevée. C'est là que je dis qu'il faut qu'on replace les choses dans l'histoire. Si c'était un autre pays, c'est que si c'était un autre peuple que le peuple élevé, est-ce que les gens seraient aussi motivés, les Togolais aujourd'hui, ou bien c'est parce que le président ghanéen a semé le bordel dans les accords du Togo que certains Togolais pensent nécessairement? Non. Ça là, c'est bien fait. D'accord. D'accord. Laissez que ceux qui sont de l'autre côté répondent parce qu'on n'a plus assez de temps. La régie nous signale. Alors, de l'autre côté, M. Jean-Paul, est-ce que vous voulez dire quelque chose en même temps votre mot de fin? Bon, moi, je crois que on n'a pas... Les indépendantistes n'ont pas dit qu'eux les éveillent. Bon, dans les revendications d'Olympio, quand il dit l'unification des peuples éveillés, bon, c'est une façon de réclamer une partie pour le tout. Vous voyez? Parce qu'en réalité, les éveillés sont les majoritaires de cette région. Mais cette région va jusqu'au nord quand même. Et ceux qui manifestent ne sont pas que les éveillés qui ont ce désir d'épanouissement. Donc, je crois que, bon, il faut un peu quand même de nuances. Et ils ne disent pas que ce sont eux les éveillés, mais ils disent que le Western Togoland, donc c'est tout le territoire. Il y a un groupe qui parle pour toutes les ethnies de cette zone et la revendication n'est pas pour un groupe ethnique seulement, mais pour toute la zone annexée au Ghana.
Merci Jean-Paul. Alors, Marcel Codier, votre mot de fin? Oui, c'est pour remercier tous les panélistes qui ont débattu, mais c'est pour dire à mon ami que cette affaire, c'est les emplois ou bien les votards ne revendiquent pas seulement ce que Jean-Paul vient de dire, je ne vais pas répéter, mais il dit qu'ils revendiquent un truc territorial. Et qu'ils sachent que ce sont des anciens commerçants, ce sont eux qui ont signé le contrat et ils ont gardé les documents. Donc, ils se basent sur les documents aujourd'hui pour revendiquer. Donc, c'est ce que mon ami Yves doit comprendre. Aujourd'hui, ceux-là, ils se basent sur les documents. Ils ont les documents officiels. Amen. Merci. Merci. Alors, Mawina, rapidement, avant de partir, avant de pouvoir conclure, voilà ce que Nana John Akufo dit. Il dit que le Ghana doit fabriquer ce qu'il consomme. Oui, effectivement. Et l'Afrique a des problèmes. Et le problème que nous avons, c'est qu'on a fait en sorte que les Africains ne produisent plus ce qu'ils consomment et ne consomment plus ce qu'ils produisent. Donc, si Nana Akufo dit que les Ghanéens doivent consommer ce qu'ils produisent et produisent ce qu'ils consomment, quoi de plus normal? Donc, moi, je voudrais dire que nous devons faire ce combat de libération. Je ne suis pas contre les gens de Togoland qui font leurs revendications, mais je dis que d'une manière générale, pour les Africains, nous devons lire l'histoire. À chaque fois qu'il y a revendication quelque part, l'Occident trouve toujours sa part. Donc, nous ne sommes pas des antisémites, non. Mais c'est que nous devons être vigilants de par ce qui nous est arrivé. Merci. Par l'histoire. Merci. Monsieur Kenao. Merci beaucoup à tous les panélistes, à mon ami Jean-Claude Omolo. J'ai apprécié vraiment le fair play. Je t'ai taquiné. Tu as répondu positivement. Merci beaucoup. Au grand frère Marcel, j'ai compris l'histoire de Togo britannique, mais seulement je voudrais signaler à ces populations d'être beaucoup plus vigilantes pour ne pas laisser l'Occident récupérer le mouvement. Voilà. Ouais, Merci. voilà. Merci Yves. Ne laissons pas l'Occident. Je voulais rappeler à tous ceux qui nous suivent. L'État ghanéen doit que... faire cet effort-là. Affaire Occident, là, ça va, Félika. D'accord. Je pense que si vous n'avez plus rien à dire, on va clore ce débat. Alors, le thème d'aujourd'hui de ce grand débat, c'était un complot international serait-il en vue contre le président Nana Akufo pour déstabiliser le Ghana. Vous n'êtes pas sans savoir que lorsque M. Akufo est venu au pouvoir, il a quand même consacré 70% de la richesse du pays pour rembourser la dette extérieure. Et il a dit que nous sommes en train de faire restituer notre dette. Et lorsque nous sommes arrivés au pouvoir, le pays avait un taux d'endettement de 73% de PNB. Avec la restitution des années précédentes, on est plutôt aux alentours de 60%. C'était pour vous dire que ce débat a été houleux. Merci à Malik Sall pour la réalisation de cette émission. Quant à moi, Serge Niawa, je vous donne rendez-vous simplement la semaine prochaine pour un autre sujet sur, je dis bien sur la Gambie et puis encore la Guinée. Alors, rendez-vous la semaine prochaine. N'oubliez pas surtout. Au revoir. Nous voulons la paix. Voilà. On parle des droits de l'homme, des droits de l'homme. Oui. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de droits de l'homme. Soyons sérieux. Yeah! Et je voudrais ici interpeller la France, les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre. Ils sont les 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est eux qui doivent amener la paix. Mais malheureusement, ce sont les 5 qui sont les plus grands marchands d'armes sur la terre. Mon frère Sarkozy, tu dis que l'Afrique n'est pas entrée dans l'histoire. Et je voudrais te donner une chance unique pour entrer dans l'histoire pour l'éternité. L'abolition de la guerre sur la terre. Yeah! Abolir la